Préparez-vous aux fêtes de Noël en suivant la météo sur France 3 avec les magasins Vima. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité au 19-20. Au sommaire du Journal des Alpes, ce soir, le procès d'un psychothérapeute accusé d'avoir abusé de 80 patients entre 2007 et 2010 à Ugine en Savoie. Il est jugé pour abus de faiblesse devant le tribunal correctionnel d'Albertville. Il encourt une peine de 5 ans d'emprisonnement. Le tunnel du Mont-Blanc passe des nuits blanches pour mettre au point un nouveau système de pilotage automatique. 12 000 tests seront réalisés sur une année pour améliorer la sécurité de l'ouvrage. Et puis ce soir, nous vous emmenons quelque part en Haute-Savoie découvrir le hameau du Père Noël qu'il partage avec son frère ennemi, le Père Fouettard. Une maison merveilleuse qui cache des trésors à faire briller les yeux des enfants et de leurs parents. Juste après ce journal, vous retrouverez Carl Gessler pour l'édition nationale et deux principaux titres. La famille d'aujourd'hui est toujours dominée par le mariage. Mais les unions sont plus fragiles et moins longues. Les divorces fragilisent plus les femmes que les hommes. Elles représentent 85% des familles monoparentales. Et puis 39 heures payées 37, les salariés de Smart en Moselle ont dû se résigner à faire des concessions face à la menace de délocalisation. Malgré l'opposition des syndicats, 90% des employés ont signé leur avenant. Ouverture aujourd'hui et pour 3 jours du procès d'un psychothérapeute de 69 ans devant le tribunal correctionnel d'Albertville. L'homme aurait abusé de 80 de ses patients dans le cadre de son activité professionnelle. Les faits se sont déroulés entre 2007 et 2010 alors qu'il exerçait à Ugine en Savoie. Sur place, Nathalie Rapuc et Frédéric Pasquette. Les victimes présumées avaient demandé une audience à huis clos pour ne pas avoir à décrire publiquement ce qu'elles ont subi durant plusieurs années. Finalement, ce procès se tient en séance publique. Ce matin, il a été question de la formation et de la légitimité de ce thérapeute, mais pour la défense, ça n'a rien à voir avec le procès qui se tient en ce moment. Je pense qu'on s'est perdu dans des considérations très intéressantes sur le plan intellectuel, sur ce que peut être la psychanalyse, la psychothérapie, alors qu'il n'y a pas d'encadrement juridique précis. L'idée, c'était d'expliquer et de démontrer qu'il a abusé des gens, ce d'autant qu'on avait quand même des personnes qui sont venues le voir avec une plaque psychothérapeute. Et ce qui était important, c'était de démontrer qu'il les a trompés. Dès le début, il n'avait pas la formation. Jacques Massé est poursuivi pour abus frauduleux de l'état de faiblesse d'une personne en état de suggestion psychologique ou physique avec circonstances aggravantes. 17 personnes sur 91 victimes se sont portées partie civile. Dans la salle d'audience, une trentaine de témoins assistent au procès. Des auditions difficiles, car les dépositions décrivent des manipulations poussées à l'extrême. On va dans des pratiques vraiment de prise de pouvoir qui vont jusqu'à des pratiques sexuelles excessivement dégradantes, mettant même leur vie en danger pour certaines. Des pratiques d'argent mais qui peuvent sembler secondaires mais qui sont quand même réelles. Il y a des gens qui se sont ruinés, endettés pour lui. Placé en détention provisoire depuis 6 mois, le prévenu encourt 5 ans de prison et jusqu'à 450 000 € d'amende. Dans l'actualité du jour, un quadragénaire a été retrouvé mort dans une voiture entre Goncelin et Tencin en Isère. Il s'agirait d'un drame lié à un adultère. Le meurtrier présumé est un conseiller municipal de la commune de Tencin. Toutes les précisions sur notre site France 3 Alpes. Et puis un jeune skieur britannique a trouvé la mort après avoir chuté sur une piste bleue à Méribel en Savoie. Sa tête aurait violemment heurté la neige. Les secours sur place n'ont pas réussi à le sauver. Une enquête a été ouverte. Au chapitre social, dans la vallée de la Tarentaise, le personnel de Carbone Savoie est toujours très inquiet. Le comité central d'entreprise qui se tenait aujourd'hui n'a pas permis d'éclaircir les informations sur une prochaine session de l'entreprise contrôlée par Rio Tinto, le groupe minier anglo-australien. Les représentants ont abrégé le comité en dénonçant une tentative de coup de force de la direction. Xavier Schmitt, Dominique Semet. C'est en terrain neutre, dans un hôtel, que se tient le comité central d'entreprise. Il réunit la direction et les représentants des salariés de Carbone Savoie. Le comité a tourné court.
la question de la vente de l'entreprise a été rejetée par l'intersyndicale. Selon elle, la procédure n'était pas respectée. On considère que c'est un passage en force, et un passage en force de nouveau par Rio Tinto, puis qui ne respecte en aucune façon les droits des salariés et les droits des représentants syndicaux. Pas de quoi rassurer les 463 salariés des deux usines, celle de la Tarentaise et celle de Vénissieux dans le Rhône. Le propriétaire, le groupe anglo-australien Rio Tinto, dit avoir trouvé un repreneur, Allandia Industries, un fonds d'investissement spécialisé dans la reprise des activités en difficulté. Mais mystère sur le projet industriel. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'informations concrètes pour l'ensemble du personnel à leur annoncer. On reste toujours dans le flou. Et c'est ce qui fait que les gens aujourd'hui sont dans l'incertitude. L'entreprise rachetée en 2007 par Rio Tinto fabrique des cathodes, des conducteurs électriques pour la production d'aluminium et d'autres industries. Mais le marché est en baisse et les investissements se font attendre. Rio Tinto, il a fait simplement tenir hors de l'eau la tête des ouvriers et hors de l'eau le matériel qui était vieillissant, ainsi que les normes environnementales qui ont évolué. Donc tout ce qu'il a fait, c'est se maintenir par rapport aux normes. Le comité central d'entreprise est reporté au mois de janvier et l'intersyndicale va introduire un référé contre la direction pour délit d'entrave au droit d'alerte des salariés. C'est un fait, certains militaires qui assurent la mission Sentinelle ne rentreront pas chez eux pour les fêtes. Du coup, un repas festif leur était offert à la caserne de l'Alma à Grenoble aujourd'hui. Les hommes du 93e régiment d'artillerie de montagne assurent en ce moment les patrouilles dans les rues de Grenoble. Une mission compliquée en milieu urbain et dans un contexte tendu. Jean-Christophe Solari, Jean-Pierre Rivet. Cela fait près d'un an qu'ils patrouillent tous les jours dans les rues de Grenoble. 24 heures sur 24, ils assurent la mission Sentinelle, des militaires venus de toute la France, vigilants à chaque instant parmi les passants. On regarde les alentours, les personnes qui passent à côté de nous. On fait attention aux voitures. On scrute, on regarde. Une longue épreuve pour les nerfs des soldats, alors que rien apparemment n'indique le danger. Surveillance de sites sensibles comme cette école juive ou des lieux de grande affluence, l'effort ne cessera pas pour les fêtes. Alors ce midi, un repas festif était offert aux militaires qui ne rentreront pas chez eux pour le réveillon. Ça m'a permis de se retrouver, de parler peut-être d'autre chose que le boulot, et se détendre. Voilà, là on décompresse. On déstresse, on se repose et on raconte un peu ce qui nous tient à cœur et les moments forts vécus. Certaines patrouilles ont fait l'objet de menaces verbales, par exemple. Donc voilà, c'est le moment d'en parler et de s'exprimer autour de ces thèmes, de sorte qu'on puisse l'évacuer et repartir sur une nouvelle mission ou une nouvelle patrouille. Une mission à laquelle certaines unités se consacrent la moitié de l'année, avec toujours le même équipement, gilet pare-balles, matraques et munitions distribués par le chef de groupe. 4 chargeurs par personne et 2 chargeurs de PA pour le chef de groupe. Voilà, essentiellement. Des balles réelles? Des balles réelles, oui, affirmative. Du matériel de guerre pour préserver la paix dans les rues de Grenoble et d'ailleurs, un paradoxe que les militaires ont appris à gérer au fil des mois. Elles avaient déposé une demande d'aide financière au titre des calamités publiques après les intempéries violentes du printemps dernier, souvenez-vous. Eh bien, 65 collectivités de Haute-Savoie se sont vues attribuer une subvention de l'État pour un montant total d'un peu plus de 6 millions d'euros en compensation des travaux qu'elles ont dû engager suite aux dégâts causés sur leurs biens. Vous l'avez peut-être remarqué, le tunnel du Mont Blanc est régulièrement fermé entre 22h et 6h du matin. Et pour cause, les exploitants préparent la mise en service du futur système de pilotage à distance. 12 000 tests doivent être réalisés en un an. 25 nuits de fermeture sont prévues jusqu'à novembre prochain pour procéder à des essais techniques avec un seul objectif, améliorer la sécurité de l'ouvrage. Marion Feutry, Christian Mathieu. Minuit. Un calme inhabituel au tunnel du Mont Blanc. Cette nuit-là, interdiction de circuler. Pendant ce temps, c'est l'effervescence au poste de commandement. Come fa a essersi fermo con una portata? Effectivement, on a des alarmes au niveau de la zone 2, au niveau... Des échanges très techniques, 8 heures de tests sur le futur système de pilotage, outil informatique qui supervise l'ensemble du tunnel.
On est en train de tester les ventilateurs et puis un peu plus loin dans la nuit, on va tester aussi la signalisation selon des scénarios qu'on a préparés à l'avance. On vérifie l'ensemble des équipements et l'ensemble des fonctionnalités point par point. Et on s'assure que tout est conforme avant de pouvoir mettre ce système en production, c'est-à-dire avant de l'utiliser pour gérer le tunnel du Mont Blanc. Exemple, depuis leurs ordinateurs, les opérateurs sont capables de commander à distance les ventilateurs qui alimentent le tunnel en air frais. Donc là, ça fait partie des tests qu'on est en train de réaliser ce soir. Donc on vérifie qu'avec notre nouvelle supervision, on est bien capable de faire démarrer l'ensemble de ces moteurs et de les faire tourner au régime moteur souhaité en fonction de la situation. Ce nouveau système répond à une priorité, la sécurité. Une obsession depuis la catastrophe qui a marqué l'histoire du tunnel du Mont Blanc. 24 mars 1999, un camion prend feu dans le tunnel, 39 personnes décèdent dans l'incendie. Depuis, tout est mis en œuvre pour répondre au mieux aux situations d'urgence. Ça peut être par exemple un objet sur la chaussée ou un véhicule qui va s'arrêter sur la chaussée. À ce moment-là, eh bien, on va le détecter automatiquement par le biais de notre système vidéo. Et puis on va fermer les barrières en amont et en aval du véhicule arrêté. On va déclencher de la signalisation des feux rouges pour indiquer aux usagers qui vont devoir s'arrêter. 25 nuits de fermeture sont prévues pendant un an, le temps de réaliser pas moins de 12 000 tests techniques et de prendre en main le nouvel outil de supervision du tunnel. Une visite insolite maintenant des Indiens d'Amazonie à Grenoble. 4 membres de la tribu Ashninka ont donné une conférence de presse tout à l'heure à Grenoble INP, près de Minatek, pour témoigner de leur participation à la COP21. Ils ont raconté les effets du réchauffement du climat dans leur pays, coulées de boue, glissements de terrain, autres dérèglements saisonniers. Je vous propose d'écouter Hector, qui est président d'un organisme de défense des droits des indigènes. Les populations indigènes sont touchées, mais c'est tout l'écosystème qui souffre du réchauffement climatique et des émissions de CO2. La faune, la flore, les rivières souffrent du dérèglement. On constate des troubles de la reproduction et des cycles de vie perturbés, et cela affecte gravement les populations vulnérables. Et c'est pourquoi nous voulons sensibiliser les dirigeants des grandes entreprises et les gouvernements pour qu'ils prennent des mesures. Elles sont indispensables à l'heure de cette grande crise climatique. Les progrès de la science n'arrêtent pas. Il n'y a pas que le cinéma qui profite des images en relief. La médecine aussi passe à la 3D. À Échirolles, en Isère, une clinique a investi dans un système de vidéo chirurgicale en 3 dimensions, couplé à des instruments robotisés. Une évolution technologique pour une petite révolution médicale. Cédric Picot, Vincent Abran. Admission au bloc opératoire de chirurgie viscérale. Le patient souffre de sérieux reflux gastrique. Son estomac remonte dans son thorax. Pour remettre ses organes en place, le chirurgien utilise une caméra introduite dans l'organisme. Un procédé classique de cœlioscopie, sauf qu'ici, le praticien visualise son geste en 3 dimensions. C'est des interventions qui sont assez techniques et en 2D, on avait un peu tendance à se perdre parce qu'on n'avait plus les repères de profondeur. C'est une opération qui travaille énormément sur la profondeur. Et là, ça devient facile, quoi. Pour lui, c'est bien, quoi. Des lunettes 3D comme au cinéma. Fabriqué en Allemagne, ce procédé de visualisation offre une réelle immersion dans le corps humain. Il est couplé à des instruments robotisés ultra précis mis au point à Grenoble et Annecy. Grâce à cette technologie, les gestes du chirurgien sont plus sûrs et plus rapides. L'intervention est moins invasive pour le patient. Le système trouve déjà de nombreuses applications dans cette clinique. Ça s'adapte aux chirurgies viscérales, urologiques, gynécologiques et thoraciques. C'est-à-dire 4 chirurgies majeures dans notre bloc et qui sont les chirurgies du mou, entre guillemets, c'est-à-dire de la paroi abdominale ou de la paroi thoracique. 3 unités comme celle-ci ont été déployées dans l'établissement. L'investissement total avoisine les 600 000 €. Il garantit plus de confort pour le chirurgien et une meilleure récupération pour le patient. À moyen terme, il devrait aussi générer un gain réel pour la clinique. On va se donner rendez-vous dans un an et on va publier nos résultats, de savoir dans l'ensemble de nos opérations,
sur ces 4 disciplines, quels étaient nos temps opératoires avant, quels sont nos temps opératoires aujourd'hui et quels sont nos temps, nos durées de séjour et nos sorties prévisionnelles du patient. C'est là aussi où il y aura un retour économique sur notre investissement, je le pense. La visualisation 3D et les instruments robotisés sont en place depuis le mois de septembre. Ils ont déjà servi à plus de 200 interventions chirurgicales. Il crée du lien social auprès des ados, des jeunes adultes et de leurs familles. Les éducateurs de prévention spécialisés, plus communément appelés éducateurs de rue, sont inquiets. Demain, le conseil départemental de l'Isère devait voter une baisse du budget social avec, pour conséquence, des suppressions de postes. Damien Borelli et Yves Marilot ont suivi 2 d'entre eux dans le quartier du village olympique de Grenoble. Vous avez le droit de vous fâcher aussi par rapport à ça, Madame Ali. Vous pouvez y aller. Rouayati est désemparée. Sa fille aînée, âgée de 13 ans, a déjà fugué plusieurs fois du domicile familial. Entre les deux, la communication ne passe plus. Au local du CODAZ, le bureau des éducateurs du village olympique et de la Villeneuve, Lucille écoute, conseille et tente de rassurer la jeune maman. Pourquoi elle me fait tout ça ? Par exemple, dans notre équipe, on est tous des parents aussi, donc on conseille aussi en fonction nos vécus, des expériences aussi qu'on a eues, des rencontres qu'on a fait avec d'autres jeunes dans notre travail, où on a les mêmes cas de figure, les choses qui peuvent un peu se ressembler, etc. En fonction aussi des personnalités des parents, des jeunes, il y a des choses aussi qui nous dépassent et on oriente quand c'est nécessaire. Ouais. Ça m'apaise, je me sens rassurée et ça m'aide en fait à aller vers l'avant, avoir des idées, comment je vais me parler avec mon enfant. Accompagner, orienter, signaler un jeune en danger, les missions des éducateurs de prévention sont multiples. Chaque semaine, ils font le point sur le suivi des jeunes et de leurs parents. Mais c'est d'abord sur le terrain qu'ils tissent du lien social. Au village olympique, tout le monde ou presque connaît Lucille et Fabien. Mais si, style la deuxième semaine des vacances, il y a de la neige, on pourra peut-être faire une sortie ou au moins de la luge. La confiance, il la cultive patiemment auprès des 12-25 ans. Moultek et Ilyes, 16 ans, ont quitté l'école. Fabien les a aiguillés sur des chantiers d'insertion, un petit boulot en attendant une formation. Là, je fais en peinture et ça me plaît pas mal. Hein. Je pense que ça me plaît pas mal. En même temps, ça me prend une expérience professionnelle. Donc voilà, après, c'est super bien. Ça aide les jeunes et tout. Et même, ça nous aide à faire des sons un peu, au lieu de faire des conneries. C'est bien. Après, c'est grâce à Fabien. Hein. Il n'y aurait pas Fabien, il n'y aurait pas tout ça. C'est la partie principale de notre travail, nous, c'est de l'orientation. Hein. C'est-à-dire justement aller trouver les jeunes là où ils sont, écouter la difficulté qu'ils rencontrent, le problème qu'ils ont au moment où on les rencontre, et ensuite les orienter vers des structures qui existent et leur proposer, s'ils acceptent, de les accompagner, parce que parfois justement c'est d'aller à la rencontre de ces structures et d'autres professionnels qui est compliqué pour eux. Un travail de fond aujourd'hui menacé. Les choix budgétaires du conseil départemental risquent d'entraîner des suppressions de postes. Un scénario redouté par Fabien, Lucille et les quelques 80 éducateurs de rue de l'Isère. Un scénario que redoute également Julien Ricot, qui est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes éducateur de rue dans le pays voironnais, c'est en Isère bien sûr. Ouais. Demain donc c'est un jour important, on l'a compris, une baisse budgétaire de 11% annoncée par le département lors du vote du budget. Vous y serez ? Oui, on y sera parce qu'on veut faire entendre notre voix aussi demain matin, notamment puisque c'est demain matin que sera votée la partie sociale, en tout cas la partie de la prévention spécialisée. Et oui, on veut continuer à se battre pour maintenir ce service-là, quoi. Alors, vous êtes 80 éducateurs de rue en Isère, ouais. Répartis sur différentes associations. Il y en a 5, je crois. Vous craignez donc une baisse d'effectifs de quel ordre ? À l'heure actuelle, sur l'association où moi je travaille, on parle de 4 à 5 postes et du coup avec des quartiers entiers impactés. Sur les autres associations, on parle même qui vont être plutôt sur des communes de la couronne grenobloise ou Bourgoin-Jallieu ou Vienne. On parle même de communes entières où il n'y aura plus d'éducateurs, clairement. On parle de réorienter la mission des éducateurs. Oui, on nous a parlé de ça aussi, c'est-à-dire qu'effectivement le conseil départemental qui nous a reçus hier nous demande maintenant d'arrêter d'accompagner les jeunes de plus de 18 ans. À l'heure actuelle, on accompagne de 12 ans jusqu'à 25 ans environ. On nous demande d'arrêter d'accompagner ces jeunes-là. On nous demande également de nous concentrer sur ce qu'on appelle les quartiers prioritaires de la ville.
Ce qui pose aussi le problème de toutes les autres communes où il n'y a pas de quartier prioritaire. Il y aurait des quartiers abandonnés ? Il y aurait clairement des quartiers abandonnés, voire même des communes. Il y a des communes où il n'y a pas de quartier prioritaire. Je pense à la commune des Bains, par exemple, où à l'heure actuelle, il y a de la prévention spécialisée, Saint-Égrève, Saint-Martin-le-Vinou, et puis certainement dans le bassin bergalien. Vous avez l'espoir d'être entendu demain ? On espère, parce qu'on a toujours ça chevillé au corps. Et puis, on n'espère pas que pour nous, mais aussi pour tous ces jeunes qu'on accompagne. Moi, je me vois mal demain, et puis tous mes collègues sont dans ce cas-là, dire demain à tous les jeunes de plus de 18 ans ou aux jeunes qui n'habitent pas les quartiers prioritaires, désolé mon grand, mais on ne peut plus rien pour toi. Et on ne sait pas où t'envoyer. Merci à vous, Julien Ricot, d'avoir répondu à nos questions. Merci infiniment. Et en attendant Noël, nous ouvrons le 3e volet de notre série hebdomadaire. Ce soir, nous allons rentrer dans l'intimité du vieil homme à l'éternelle barbe blanche, le Père Noël, grâce à une association de Haute-Savoie. Denis Duguet et Jean-Pierre Rivet nous emmènent visiter le hameau du Père Noël. Lorsque l'on arrive chez le Père Noël, on a très vite l'impression d'être une petite souris. Mais attention, ici les souris sont intelligentes, car nous sommes dans un monde magique. Un monde où l'ordinaire n'a pas sa place. Un monde qui fait briller les yeux des petits, comme des grands. De pièce en pièce, le visiteur découvre l'univers du Père Noël et son quotidien avec ceux qui l'entourent, ses proches, sa famille. Le moindre espace accroche le regard. Ici, tous les rêves deviennent réalité. Là, regarde, tu vois, c'est les chaises des petits lutins. Tu vois ? Oh, c'est magnifique, c'est féerique, c'est magique. C'est vraiment un bel endroit pour venir en famille. Moi, c'est vraiment de la magie extraordinaire et on vit le même plaisir que les enfants. C'est merveilleux, c'est vraiment fantastique. C'est elle qui nous a emmenés ici. On adore. C'est grâce à l'association Savoyarde Le Petit Pays que le Père Noël accueille chez lui le public. Chaque année, plus de 100 000 personnes, dont 40 000 enfants, se laissent emporter par la magie des lieux. Je pense que c'est mon enfance qui se poursuit, c'est l'enfance de tous les bénévoles et de tous les visiteurs. On passe beaucoup de temps à partager une conviction dans un territoire entre Genève et Annecy où l'argent devient un peu roi. Mais c'est le partage de temps, partage de conviction, partage d'idées. Le partage dominé par une idée force. Ici, on récompense les gentils, mais on punit les méchants. Si t'as rien à te reprocher, tu risques rien chez moi. Un rôle dévolu au Père Fouettard, le frère jumeau du Père Noël, qui depuis son bureau surveille la planète entière. Les petites lumières qui s'allument, c'est toutes les bêtises que font les enfants dans le monde en direct. Comme ça, je suis au courant qu'il y a des bêtises qui se font et après, il faut que j'agisse. Rassurez-vous, Père Fouettard, les petits visiteurs du hameau sont à la fois gentils et généreux. Dans la salle des tototes, ils accomplissent un geste fort. C'est un acte qui n'est pas gratuit, dans le sens qu'ils vont donner leur lot, en contrepartie, ils vont mettre leur nom sur un registre. Et tous les noms avec le nombre de tototes qui ont été déposés, on va compter le nombre de tototes et on offre des repas dans une école orphelinat au Cambodge, à Phnom Penh. Après avoir signé le grand registre des tototes, le plus important reste encore à faire, rencontrer le maître des lieux. J'ai nommé... Le Père Noël, on l'a pas vu. Et pour cause, pas question de déranger le vieux bonhomme car jusqu'à Noël, il dort le jour et travaille la nuit avec ses lutins pour préparer les cadeaux. Alors la meilleure façon de ne pas être oublié lors de la grande distribution, c'est encore de rédiger sa lettre et de la déposer directement dans la boîte du Père Noël. Et il n'y a même pas besoin de mettre un timbre. À seulement 23 ans, le dessinateur Pierre-Loup Auger a déjà un univers graphique très affirmé, vous allez voir. Il s'expose d'ailleurs partout en France. Pour la seconde fois, la galerie Nunk de Grenoble présente quelques-uns de ses dessins. Rencontre avec cet artiste modeste et talentueux, Damien Borelli, Franck Serroni. J'ai 23 ans, je suis originaire de La Rochelle. Je fais du dessin en noir et blanc.
puise de partout. De mes lectures, des films que je vois, des gens que je rencontre. Et ça se travaille comme ça, quand je dors, quand je vis. Et un jour, pouf, tac, il y a une idée, un truc que je vois. Et il faut que je dessine absolument. Voilà, c'est très instinctif. Autodidacte, Pierre-Loup Auger dessine depuis qu'il est en âge de tenir un crayon. À l'école, il passait son temps à noircir les marges de ses cahiers. Sensible, le jeune homme se laisse porter par ses rêves et dessine sans brouillon ni esquisse. La main de l'homme n'est pas assez précise pour faire exactement ce que le cerveau lui ordonne de faire, vous voyez. Et il y a toujours une part d'improvisation, de surprise. Moi, c'est comme ça que je fonctionne aussi. Vu que je fais pas de crayonné, d'esquisse, je pars et je vois où ça me mène. Qu'il revisite la Vénus endormie ou réinterprète cette photo de classe de maternelle retrouvée par son frère, Pierre-Loup amène de la poésie, mais aussi de l'humour, noir comme l'encre de son feutre, ou tendre comme avec le Chabus de Mon voisin Totoro, film culte de Miyazaki. C'est surtout la manière de décaler, de détourner cette image qui m'a plu. Voilà, c'est les petites filles du film qui sont en train de taguer leur blaze sur le Chabus, quoi. Il a pas l'air mécontent du tout, au contraire. Repéré par les milieux artistiques, Pierre-Loup Auger est déjà salué comme un virtuose du dessin. Dévoilé à la Nunk Galerie de Grenoble, son expo baptisée The Lost Show est à découvrir jusqu'au 5 janvier. Ainsi va l'actualité dans les Alpes.